commencé à développer donc, quelque chose d'un domaine un peu d'expert, on va dire, où à chaque fois qu'on a voulu rentrer dans le détail pour mettre noir sur blanc comment est-ce qu'on pouvait avoir une infographie qui nous donnait des informations claires, cohérentes pour tout le monde sur les semences, on s'est confronté à plusieurs problématiques. Et la première que je voudrais lever maintenant, c'est celle de la mettre dans son contexte. Parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est à multiples facettes, et on est obligé de l'aborder quelque part sous un angle, sous un point de vue. Et évidemment, le point de vue qu'on va aborder aujourd'hui, c'est sous l'angle des semences paysannes. On ne va pas regarder la législation d'un point de vue purement de juriste pragmatique, mais on va aller à propos chercher les différentes failles juridiques, les endroits où il y a des vides parfois, les endroits où il y a des leviers à mettre en place pour pouvoir faire évoluer et changer les lois. Et avant tout, la première lutte qu'on va faire au niveau des lois, c'est celle de remettre à zéro nos préjugés sur les semences paysannes vis-à-vis de la législation. Car moi, comme beaucoup de personnes, pensais il y a quelques années que les semences paysannes étaient interdites. Et dans les conversations, c'est bien souvent le thème qui revient, les semences paysannes sont interdites. Et aujourd'hui, le but, c'est d'aller voir que si l'on regarde avec suffisamment de finesse, de détail et avec un angle, un point de vue marqué d'orientation, de compréhension des lois, alors non, elles ne sont pas interdites. Oui, nous avons beaucoup de droits. Évidemment, il y a des restrictions, des cadres qui sont stricts, mais il existe toujours une possibilité de faire circuler toute cette diversité génétique, historique, patrimoniale. Et le but aujourd'hui, c'est de le mettre d'abord en contexte, puis d'aller explorer ces différentes failles. Donc, pour entrer dans le sujet, tout d'abord, nous allons voir quelques petits points préalables. Et ici, sur la définition des semences paysannes, pour savoir de quoi on parle. Nous verrons très brièvement et rapidement le catalogue officiel, la problématique qui se crée autour de la biodiversité, sans rentrer aucunement dans le détail, car ce n'est pas le sujet du jour, les hybrides F1 et les OGM, les contraintes que ça peut poser et la législation qui est associée. Et là, nous rentrerons plus profondément dans le thème principal de la législation ici. À la suite de quoi, nous prendrons quelques minutes pour voir comment, est-ce qu'une fois qu'on a ces droits, une fois qu'on connaît ces droits, ces capacités, comment est-ce qu'on peut les mettre en application. Une fois qu'on peut faire circuler les semences paysannes, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut s'organiser alors en collectif pour les faire vivre en les semant. Alors, les semences paysannes, là, ce que vous voyez s'afficher sur votre bureau, c'est une grosse définition. C'est un travail collectif qui a été fait notamment avec le réseau Semences Paysannes et qui est lourd de sens. Sans rentrer pleinement dans le détail, simplement, il faut comprendre que les semences paysannes, c'est un mot récent, un mot nouveau, inventé. Il y a 100 ans, on ne parlait pas de semences paysannes, on parlait simplement de semences. Aujourd'hui, le qualificatif de paysanne vient quelque part en opposition face aux semences industrielles et demande de se réapproprier alors la notion de semences paysannes en lui mettant une définition derrière qui vient projeter la semence dans son parcours agricole. Parler de semences paysannes, c'est pas simplement parler de la graine, c'est parler également de la façon dont elle va être cultivée, la façon dont elle va être échangée, les droits, les devoirs, les droits d'usage qui vont être dessus. C'est pour ça que aujourd'hui, avec le réseau national qui travaille sur ce sujet, nous avons défini les semences paysannes comme un commun. À l'image de l'eau ou de l'air, quelque chose qui est à tout le monde et à personne, qui est inappropriable, mais dont nous sommes tous responsables à la fois. Des semences paysannes qui seraient ces 10 000 ans d'histoire d'humains qui coévoluent avec les plantes, avec les terroirs dans lesquels ils sont cultivés, pour obtenir ce qu'on appelle la biodiversité cultivée que l'on a aujourd'hui en grand péril, mais qui existe encore aujourd'hui. Le terme de semences paysannes, souvent, vient avec le terme de semences population, variété population. Parce que, à l'image d'une population qui a des caractères communs, une variété présente en son sein énormément de diversité génétique, même si elle a des traits communs.
à cette image qu'on peut retrouver chez les humains au sein d'une population. On peut reconnaître un groupe d'humains selon des traits communs. Pour autant, on est tous avec des tailles un peu différentes, on a tous des caractères un peu différents. Pour autant, on peut nous reconnaître en tant qu'espèce, tout d'abord, mais également en tant que variété. Les semences paysannes sont aussi vues comme une semence, au-delà d'être une variété population, d'être une semence qui est reproduite par les paysans. Il ne s'agit pas simplement de définir qu'une variété population faite dans des conditions industrielles serait une semence paysanne. Parce que la variété, la semence paysanne inclut également le mode agronomique dans lequel il est cultivé, que ce soit en agriculture biologique, biodynamique, en agriculture paysanne, en tout cas dans une agriculture respectueuse du vivant, respectueuse du cycle successif de multiplication des végétaux par les semences paysannes. Voilà ces termes dont on a besoin de se réapproprier pour mieux comprendre la suite du parcours. Historiquement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a été mis en place ce qu'on appelle le catalogue officiel des variétés. On est sorti d'un moment, après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait un besoin de rationaliser l'agriculture, l'alimentation en général, et alors des politiques publiques ont été choisies, à tort ou à raison, pour commencer à cadrer un peu le monde de l'agriculture. Si on voulait mécaniser, si on voulait rationaliser, si on voulait augmenter les rendements, il était nécessaire de commencer par le premier chaînon, le premier maillon de la chaîne de l'agriculture que sont les semences et de les rationaliser, de pouvoir les différencier les unes des autres, de les stabiliser, d'en augmenter la productivité. Et pour ce faire, a été mis en place une structure qui est celui du catalogue officiel des variétés. C'est une structure qui a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est aujourd'hui en perpétuelle évolution, souvent dans le sens de la restriction, mais qui, dans notre cas particulier des semences paysannes, sous notre regard, pose plusieurs problèmes. C'est que les critères d'accès à ce catalogue officiel des variétés est assez strict et bien souvent contradictoire avec le type de semences, les semences paysannes, que nous souhaitons défendre et que nous souhaitons voir pousser dans nos champs et finir dans nos assiettes. Pourquoi? Les trois critères principaux sont la distinction, l'homogénéité et la stabilité. Tout d'abord, distinct, celui-ci, on le comprend, c'est que on a vite fait, même si on se promène ici dans les Alpes-Maritimes, et d'aller d'un village à l'autre et de voir deux variétés qui sont identiquement les mêmes, mais qui sont appelées par plusieurs noms, ou bien parfois plusieurs variétés vraiment différentes, mais que tout le monde appelle par le même nom. À partir de ce moment-là, on comprend que sur un marché globalisé, il devient très compliqué de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'un des critères d'entrée de base est la distinction, pour que lorsqu'on inscrit une variété au catalogue, elle soit bien distincte de celles qui y sont déjà. Mais déjà, rien que cet élément-là a dû, au moment où on a massivement inscrit les variétés au catalogue, en éliminer un grand nombre. Le deuxième point, le plus important, c'est celui de l'homogénéité. Car la vision, là c'est même, on dirait, une philosophie, une approche du vivant dans laquelle a été construite ce critère d'homogénéité d'accès au catalogue officiel des variétés, est très porté sur la lignée pure, très porté sur une population, mais très restreinte plutôt, qui ait très peu de variabilité au sein de la variété. On comprend bien que lorsqu'on a plusieurs variétés, mais qui sont des populations avec plusieurs individus à l'intérieur très différents, on a très vite fait d'avoir certains individus des deux populations qui se recoupent et qui du coup ne sont plus distincts. Du coup, il y a un besoin d'homogénéité pour l'inscription au catalogue. Le problème de l'homogénéité, il nous touche particulièrement sur le fait que, intrinsèquement, les populations, les variétés paysannes que l'on a sont bien souvent très peu homogènes. Et donc, nous font remarquer qu'on ne peut simplement pas inscrire ces variétés au catalogue. Si elles ne sont pas inscrites au catalogue, et on le verra plus en détail tout à l'heure, elles ne peuvent pas avoir accès au marché national globalisé et donc finissent par disparaître faute de personnes qui les cultivent.
L'autre critère, c'est celui de la stabilité. Le critère de la stabilité, c'est celui de dire que chaque année, lorsque je vais planter mon radis blanc, il faut qu'il reste blanc et de la même taille, sinon il risque de venir mordre sur l'autre variété qui est inscrite à côté dans le catalogue. Mais cette stabilité pose un autre problème dans notre vision de l'agriculture sur les semences paysannes, c'est l'adaptation. C'est le fait que de génération en génération, l'on souhaite voir nos variétés évoluer, coévoluer avec les changements climatiques, avec les types de sol, avec les types d'agriculture que l'on pratique. Et donc, ce critère de stabilité peut très vite être également une vision de la semence, de la variété, contraire au principe même de cette coévolution dont nous sommes les héritiers. Je vais vous parler à ce moment-là du certificat d'obtention végétale. On ira vraiment dans le détail tout à l'heure. C'est un droit de propriété intellectuelle qui est déposé sur des variétés par des obtenteurs. Si je vous en parle dans le cadre du catalogue, c'est parce que ce sont deux notions qui sont différentes, mais dans les faits très souvent liées. Car lorsqu'un obtenteur, quelqu'un qui va faire de la création variétale, un semencier, il va vouloir protéger son invention, sa création, et va devoir, pour la commercialiser, d'abord l'inscrire au catalogue, mais également va lui déposer un certificat d'obtention végétale qui, pendant 25 ans, va s'assurer qu'aucune autre entreprise semencière ou paysan ou jardinier peuvent la lui pirater, dirons-nous. Mais puisque les conditions d'inscription sont quasiment les mêmes, bien souvent, l'énorme majorité des variétés nouvelles inscrites au catalogue sont inscrites avec un certificat d'obtention végétale, car lui aussi doit respecter les mêmes critères de distinction, homogénéité et stabilité. Troisième point sur le paysage du catalogue, c'est celui du GNIS, le Groupement national interprofessionnel des semences. Tout à l'heure, dans l'infographie, on va en entendre parler parce que c'est un acteur important dans le monde des semences, étant donné que c'est le groupement interprofessionnel qui, on va dire, gère quelque part le catalogue, fait souvent office de législateur, mais à la fois comme il représente l'interprofession, peut être perçu comme un lobby qui va chercher à influencer les politiques européennes, les politiques nationales pour ses bienfaits de son économie, de son modèle économique, de l'interprofession qui est beaucoup plus porté sur les futurs OGM, sur les hybrides F1, sur une agriculture conventionnelle, industrielle, que sur les semences paysannes, soyons clairs. Le GNIS pose aussi un autre problème parfois éthique, c'est celui qui, par délégation de service public, il a pour mission, à travers son organisme qui est le service officiel de contrôle et de certification, de faire la police, d'aller chez les semenciers pour s'assurer que les variétés sont bien inscrites au catalogue, qu'ils respectent bien les conditions d'homogénéité, de stabilité. Et donc là, il y a un problème de conflit d'intérêts qui a été ciblé, montré du doigt depuis longtemps par la société civile, mais qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été résolu. Et c'est important que vous aperceviez qui est le GNIS, si vous ne le connaissez pas déjà, pour ensuite pouvoir comprendre son rôle dans la législation. L'autre point, et là j'imagine que j'apprends rien à personne, c'est que les conséquences de ce type d'agriculture, du catalogue officiel qui n'est responsable qu'en partie, de la perte de la biodiversité cultivée à laquelle nous faisons face. Vous connaissez sûrement ces fameux chiffres de la FAO, des 75% des variétés qui auraient disparu en un siècle. Ce qui est à la fois énorme et peut-être largement sous-estimé quand on voit qu'ici, chaque village, chaque paysan avait ses populations, ses variétés, mais qui est un chiffre qui nous donne un ordre d'idée qui montre, et que c'est vrai pour la biodiversité cultivée, mais comme pour la biodiversité sauvage, une perte massive, énorme de cette biodiversité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je mets juste cette slide-là, parce qu'elle nous rappelle, elle nous motive, elle nous exprime l'intérêt de faire vivre les semences paysannes pour pouvoir sauver ce qui est encore sauvable, pour pouvoir faire vivre la biodiversité cultivée encore existante. Cette infographie nous montre simplement, entre un catalogue il y a 100 ans de Vilmorin et le même catalogue aujourd'hui,
et on voit les variétés population qui n'existent quasiment plus. Cette infographie nous renseigne simplement sur une chose certaine, le catalogue officiel est grandement rempli de variétés hybrides F1 et très peu de semences de type population pour celles qui sont suffisamment homogènes pour pouvoir y être inscrites. Comprendre très brièvement le sujet des hybrides F1, c'est un vaste sujet et je vous invite à aller creuser le sujet, très passionnant. Nous rappelle simplement que si aujourd'hui vous allez dans l'étal d'un supermarché, même d'un magasin bio, vous avez grande chance, alors ce chiffre, il reste à vérifier, mais en tout cas une écrasante majorité des fruits et légumes que l'on mange au quotidien sont issus d'hybrides F1 qui sont un type de sélection qui est fait sur le végétal pour faire des croisements entre deux lignées que l'on a rendues pures par consanguinité dirigée et qui à la fin crée une variété hybride F1 très homogène, donc très inscriptible au catalogue, vendue aux paysans, mais qui pose de nombreuses controverses. C'est pour ça que je vous dis que je vous invite à rentrer dans le sujet parce que là, je le survole de très haut. Que les hybrides F1 posent une contrainte, c'est que le fait de faire cette méthodologie de croisement de deux lignées homogènes en génération F1, c'est que si on est paysan et qu'on veut récupérer ces semences achetées hybrides F1, alors elles deviennent instables, alors elles ne reproduisent plus à l'identique la variété que l'on attend. Et donc, face à cette instabilité, beaucoup de paysans choisissent de racheter leurs hybrides F1, ces variétés proposées par le catalogue, chaque année aux mêmes sélectionneurs, aux mêmes semenciers, puisqu'ils sont dans l'incapacité économique et temporelle de stabiliser des variétés hybrides F1 et se retrouvent contraints à les racheter. Voilà un problème de dépendance qui est créé par les variétés hybrides F1, qui ont le mérite, si on peut dire, d'être très standards et d'avoir été sélectionnés pour leur très haut rendement. C'est que bien souvent, ils sont choisis et utilisés même par les paysans bio parce que face au péril économique, l'hybride F1 présente en moyenne aujourd'hui plus de rendement. Ce n'est pas une fatalité en soi, étant donné que c'est aussi la conséquence d'un abandon constant pendant 50 ans de la sélection sur les variétés paysannes, qui fait que forcément un fossé s'est creusé au niveau des capacités de productivité des semences paysannes face aux semences sélectionnées de type hybride F1. Mais il y a un aspect que je voudrais aborder avec vous, c'est celui de reculer un petit peu sur les hybrides F1 et de se rendre compte qu'en fait, lorsqu'on fait un hybride F1, lorsqu'on dépose un certificat d'obtention végétale dessus, il faut se rendre compte que les variétés par an qui sont choisies pour faire ces croisements ne sont rien d'autre que des semences paysannes. Et c'est que pour faire un hybride F1, il faut aller chercher quelque part des semences paysannes faites par des communautés rurales depuis des milliers d'années sur les espèces potagères. Si on prend le cas du maïs sur lequel on fait beaucoup d'hybrides F1, pour faire un hybride F1 de maïs, on va chercher des parents de maïs aux quatre coins du monde dans des communautés rurales qui les ont développés, sélectionnés, adaptés à leur terroir pendant 9000 à 10 000 ans d'histoire du maïs. Donc c'est aussi pour revenir en arrière sur la légitimité des droits de propriété intellectuelle et se rendre compte de cette donnée-là, ce qu'on appelle parfois une invention, une création variétale, est à relativiser si l'on prend déjà tout le boulot qui est fait derrière les parents par le commun de l'humanité qui a coévolué avec les plantes. Si aujourd'hui on mange des hybrides F1, concrètement, en grande quantité, le péril qui est à venir, qui est déjà présent, mais qui est celui sur lequel aujourd'hui il y a beaucoup de concentration de la société civile dans la lutte, c'est contre les OGM et les NBT. Alors les OGM, organismes génétiquement modifiés, et NBT, c'est son nouveau petit nom, c'est le New Breeding Technique, qui ne sont rien d'autre que des OGM, mais vus sous une autre perspective et qui ne sont pour l'instant pas légiférés et donc pas forcément interdits en Europe.
Le cas des OGM, qui est aussi un vaste monde, va présenter plusieurs techniques, soit de transgénèse, ou entre deux genres, deux familles, soit botaniques, soit entre le végétal et l'animal, faire des croisements dirigés forcés qui ne sauraient advenir dans la nature, ou bien des méthodologies pour aller choisir au sein de l'ADN d'une plante et opérer des subtiles modifications qui vient faire de la création variétale de façon accélérée. Là aussi, vaste débat que sont les OGM, vaste débat de pour ou contre, de nourrir la planète avec ou sans. Toujours est-il, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir que de notre point de vue d'une maison de semences paysannes, nous sommes bien évidemment contre ces pratiques de modification du vivant, contre ces new breeding techniques qui sont légiférées en Europe et qu'on est amené à consommer également dans nos assiettes, notamment à travers les modifications dans le cytoplasme pour des stérilités que l'on peut retrouver dans des choux que l'on mange au quotidien. Pareil, je survole. Mon intérêt de présenter les OGM et les NBT, c'est simplement pour dire de la même façon que souvent, ce qui est inscrit au catalogue va avec des certificats d'obtention végétale, il faut savoir que des OGM, bien souvent, ça va avec des brevets. Une entreprise semencière qui va déployer des millions d'euros, de dollars pour développer un nouvel OGM, évidemment, va le protéger sous la modalité des brevets, qui est un système de protection intellectuelle qui coévolue avec celui des certificats d'obtention végétale en France. Les COV et les brevets sont deux systèmes parallèles qui se recoupent un peu parfois pour protéger les nouvelles créations variétales. Et dans les brevets, aujourd'hui, on n'est pas encore capable, en Europe, de protéger des variétés. On ne peut pas déposer de brevet sur une variété. Il n'y a pas de semences brevetées proprement dit. Il y a simplement des séquences de gènes que des semenciers arrivent à lier à un trait de caractère, c'est-à-dire que cette séquence de gènes va faire le côté très sucré de la tomate. Celui qui découvre le lien, la probabilité de ce lien entre les deux, peut y déposer un brevet. C'est ça qu'on peut breveter. Breveter des caractères. Mais on peut également breveter la méthodologie pour créer un OGM, la méthodologie pour déposer une stérilité cytoplasmique dans un chou. Et donc, de ce fait, il y a de nombreuses variétés qui ont dans leur gène ce trait, qui ont cette séquence de code génétique. Et donc, un brevet peut donc protéger plusieurs variétés de ce fait. Voilà ce paysage global de contraintes dans lequel les semences paysannes aujourd'hui doivent trouver une place. Voici l'infographie que nous avons développée pendant ces derniers temps. Avant de plonger dedans, vous voyez que c'est un arbre complexe où de loin on voit à peu près rien, avec plein de petites écritures et plein de renvois. Évidemment, faire une infographie, c'était ambitieux parce que vouloir résumer en une feuille autant de données, ça prend de la place. N'imaginez pas que c'est sur du A4. Hein. L'idée, c'est que cette infographie-là va être imprimée sur des posters A0, envoyée aux organisations paysannes qui en ont le besoin, qui sera également téléchargeable librement, sur lequel vous allez pouvoir explorer plus en détail et vous ensuite zoomer, regarder de près comment fonctionne cette infographie. Tout d'abord, si vous l'avez chez vous, ou si tout à l'heure quand vous l'avez avec vous, vous allez voir différents cadres. Et je vous invite à regarder d'abord ces premiers cadres qui sont orange et au-dessus desquels vous voyez des petites croix ou des petits validés. Ce sont à chaque fois des séries de questions simples dans lesquelles vous pouvez répondre par oui ou par non et qui va vous emmener en fonction des réponses et des obstacles, les questions et les réponses que vous rencontrez, vous amener et vous faire voyager au sein de l'infographie. Vous arriverez alors à des bouts de branches. Ces bouts de branches vont être terminés par des petits logos. Tout d'abord, ce logo, celui qui exprime le droit de cultiver ses propres semences. La semence que vous avez
et que, pour laquelle vous vous posez la question de la législation, vous avez le droit d'en produire chez vous, produire la semence, mais également vendre la récolte qui en sera issue. L'autre petit symbole, celui-ci, est celui qui exprime votre droit fondamental d'effectuer tout type de transfert de propriété. Alors ce terme de transfert de propriété, il n'est pas très beau, mais c'est celui qui va englober les dons, les échanges et également la vente. C'est celui que beaucoup de législations appellent la commercialisation, mais qu'on va appeler pour le moment, vous allez comprendre pourquoi, les transferts de propriété. Dans l'infographie, parfois, vous allez voir que ces logos sont en vert, ce qui veut dire que ces droits existent et sont applicables, ou parfois ils vont être rouges, et c'est les moments où la législation contraignante vous empêche ou de faire vos propres semences, ou d'en vendre la récolte, ou de pouvoir en transférer la propriété de cette variété. Si vous allez dans l'infographie, à peu près n'importe où, en haut de ces petits rectangles orange, vous allez voir plusieurs petits numéros. Ces numéros sont des compléments d'informations qui vous renvoient sur la droite de l'infographie, où vous aurez une série d'éléments qui vous permettent d'être autonome devant l'infographie pour aller retrouver les informations et pouvoir répondre avec précision aux différentes questions qui sont abordées. Maintenant, une fois qu'on a vu comment ça fonctionne, il y a bien sûr des limites à cette infographie qui ne dit pas tout. Et un des premiers points à voir est celui où on va parler ici principalement de tout ce qui va être le droit de semer et le droit d'échanger les semences. Mais si on devient producteur de semences et qu'on a le petit logo vert, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut les vendre directement. Puisque derrière, il y a d'autres législations. Et en effet, il faut savoir que le respect des règles sanitaires de qualité, les taux de germination des semences doivent être respectés de la même façon, le code de la consommation en général, mais également lorsque l'on vend pour un propos commercial, une déclaration auprès du CNIS, que l'on a vu tout à l'heure, est nécessaire. En tout cas, la loi l'y oblige. Un autre point important des limites de l'infographie, c'est qu'on parle des semences, mais il faut faire attention car le cas des plants, les plants des variétés, les petits plants de tomates, ne sont pas régis exactement par les mêmes lois que les semences en elles-mêmes. Pour cela, vous pouvez voir les subtiles différences qui existent avec ce décret qui est cité ici, 94-510. Également, une autre limite de l'infographie, évidemment, c'est celle de la date. Là, vous voyez la version qui est écrite en bas à droite de l'infographie. Celle-ci, elle est d'hier. Mais il faut savoir que la législation est en perpétuelle évolution, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais que déjà, au 1er janvier 2021, de nouvelles ouvertures, une nouvelle branche va apparaître dans cette infographie avec la modification du règlement sur l'agriculture biologique. Également, un projet de loi qui s'appelle Information sur les produits agricoles alimentaires risque d'apporter des subtiles modifications au sein de cette infographie dans les prochains mois lorsque ces lois seront votées ou pas. Dans notre infographie, le point de départ est donné par la question la plus contraignante, celui du certificat d'obtention végétale. Il faut savoir, avant de commencer, si notre variété que l'on a dans la main, donc on s'imagine, on part à chaque fois d'un exemple, quand vous êtes devant cette infographie, on part de l'élément essentiel qu'est la graine, et on se pose la question, cette graine que j'ai dans la main est-elle soumise à un droit de propriété intellectuelle? Est-elle soumise au certificat d'obtention végétale? D'avance, je vous le dis, si c'est votre grand-mère qui vous a donné une variété de tomates, vous pouvez directement sauter la question et passer à la suivante. Mais il existe de nombreux cas, et c'est également le but de cette infographie, c'est d'être le plus complète possible, où vous pouvez vous retrouver avec des variétés qui sont protégées dans les mains. Premièrement, il faut savoir comment trouver l'information. Donc vous voyez le petit 1 qui est en haut du carré. Première question à se poser, c'est le certificat d'obtention végétale. Donc on va d'abord voir dans les compléments d'information, on voit que le petit 1 nous propose d'aller se renseigner auprès de la fiche développée par le réseau Semences Paysannes. Évidemment, sujet complexe, donc on ouvre une fenêtre dans laquelle
sur Internet, on pose la question à Google qui nous dit « Voici le réseau Semences Paysannes, ce qui nous informe sur comment savoir si une variété est dans le domaine public. » Une des premières méthodologies consiste à savoir si la variété n'est pas protégée par un certificat d'obtention végétale, qui est la technique la plus simple à entreprendre. Pour cela, vous pouvez aller sur le catalogue officiel des variétés. Par exemple, ici, j'ai tapé courgette ronde de Nice, au hasard. Et on peut observer en bas que cette variété est enregistrée dans le domaine public. Donc, il faut savoir que si une variété est dans le domaine public, elle n'est donc pas couverte par un droit de propriété intellectuelle comme un certificat d'obtention végétale. Il existe plusieurs façons de le savoir, en allant sur le catalogue, mais également de savoir à quelle liste appartient cette variété. Dans le catalogue, on le verra tout à l'heure, il y a 4 listes, A, B, C et D. Si la variété appartient à la liste C et D, elle est automatiquement dans le domaine public. Si c'est une variété ancienne, inscrite au catalogue depuis plus de 25 ans, elle tombe également dans le domaine public et donc n'est pas couverte par un certificat d'obtention végétale. Dans le document du réseau Semences Paysannes, on voit qu'il y a une autre méthodologie qui est celui d'aller chercher, de la façon plus positive, ma variété est-elle couverte par un certificat d'obtention végétale? Il faut savoir que souvent, un obtenteur, lorsqu'il arrive à créer une nouvelle variété, il ne dépose pas un COV seulement à l'échelle française, mais bien souvent à l'échelle européenne. Et donc, il est plus pertinent d'aller voir si votre variété est couverte par un COV sur la CPVO, sur le réseau européen. Là, si par exemple vous tapez le nom de la tomate, et attention, ce n'est pas une blague, Cupidissimo, qui est le nom d'une variété de tomates que cultivent des maraîchers, vous pouvez voir en bas qu'elle a été déposée en 2016 par Close et qui donc, pendant 25 ans, donc maintenant il lui en reste plus que 21 ans, sa variété est protégée par un certificat d'obtention végétale. Donc là, vous avez la confirmation que votre variété est protégée par un COV. Donc, si on revient sur notre carré, sur l'infographie, vous pouvez donc répondre non, dans le cas où votre courgette ronde de Nice est montée en haut à gauche, ou bien parcourir l'infographie sur la droite. La droite, si vous répondez oui, ma variété que j'ai dans la main, ma Cupidissimo, cette graine de tomate, cette variété est protégée par un certificat d'obtention végétale. Mais à la Maison des Semences, comme beaucoup d'autres personnes, on est vraiment à cœur de voir en profondeur quels sont nos droits. Et lorsque l'on sait que cette Cupidissimo, cette variété de tomates moderne, est en réalité issue d'une sélection paysanne avant d'être sélectionnée pour un trait très spécifique sur la productivité qu'a la Cupidissimo, et que donc ça serait légitime et dans nos droits de savoir comment, malgré ce certificat d'obtention végétale, nous ayons des droits sur ce patrimoine génétique. Et qu'est-ce que l'on peut faire, je précise légalement, en restant dans les clous de la loi, pour quand même multiplier, pourquoi pas échanger ces variétés protégées par des certificats d'obtention végétale. Pour ça, on va creuser un axe qui va revenir fréquemment, qui est celui de la recherche et du développement en général. Si l'on va sur le site du CNIS, alors que lui-même nous précise que le certificat d'obtention végétale interdit à quiconque la production et la vente de semences sans être d'accord avec le propriétaire, l'obtenteur, qui lui voudra évidemment des royalties sur sa variété. Mais si on regarde écrit un peu plus bas, en plus petit, il est précisé que le certificat d'obtention végétale garantit un libre accès à la diversité génétique. Alors en lisant ça, ça donne envie de creuser. On voit qu'il précise même un peu plus bas que l'avantage du certificat d'obtention végétale face au brevet, c'est qu'il laisse la ressource libre d'accès aux autres personnes, obtenteurs, agriculteurs et citoyens. Ça tombe bien, du coup ça nous concerne quand il y a des fins de recherche et de sélection, alors on pourrait utiliser librement et gratuitement cette nouvelle variété. Mais c'est le CNIS qui le dit, et j'avais envie d'aller savoir quel texte de loi le précise. Le règlement 2194, celui qui va régir les obtentions végétales en Europe,
nous précise à son article 15 ce que essayer et commencer à développer le CNIS. C'est que la protection qu'octroie le COV ne s'étend pas à tout ce qui serait fait à titre privé et à des fins non commerciales. Autre élément pas précisé par le CNIS, mais intéressante, et aux actes accomplis à titre expérimental ou en vue de créer et découvrir, de développer d'autres variétés. Ensuite, il y a une loi française qui est venue appliquer ce règlement européen dans la loi française, la loi du 10 décembre 2011, qui redit exactement la même chose. Et donc, de ce fait, on peut donc conclure que si l'on connaît ses droits au sein du certificat d'obtention végétale, rien n'empêche de faire ses propres semences sur la ferme si l'on n'en vendra pas la récolte, car on ne multiplierait pas cette variété à des fins commerciales ou professionnelles. Même si on est paysan, qu'on a cette cupidicimo et qu'on fait ses graines pour soi, mais si ce n'est pas pour but de vendre les graines derrière, alors on a le droit de la multiplier et on ne tombe pas sous le joug du certificat d'obtention végétale. De la même façon, si à un moment on souhaiterait transférer la propriété de cette semence, en étant plus poétique, comment est-ce qu'on peut donner ou l'échanger à quelqu'un d'autre, alors on pourrait le faire si l'on rentre dans le cadre des expérimentations, de la sélection variétale, du développement de nouvelles variétés. Car, c'est tout l'avantage du certificat d'obtention végétale, il va quand même laisser cette place pour la création. Et si on sait un principe fondamental des semences, c'est que lorsqu'on les multiplie dans son terrain avec ses pratiques, très rapidement, cette semence va s'adapter, elle va évoluer. Et à partir du moment où elle évolue, ce n'est plus exactement la même que celle d'avant. Et donc, nous sommes en train de créer une nouvelle variété. Intrinsèquement, faire de la multiplication de semences, c'est déjà faire de la sélection variétale. Et donc, l'on rentre déjà dans cette ouverture juridique. Bon, évidemment, il ne suffit pas de le dire, il faut peut-être le justifier. Et c'est pour ça que si on peut répondre oui, nous sommes dans un cas où nous, en tant que paysans, jardiniers, même amateurs, on veut faire de la sélection, de l'expérimentation, on doit trouver une façon, peut-être en écrivant un projet, en écrivant une requête, ou en s'associant avec des chercheurs. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de travailler avec des partenariats de recherche, car les paysans, selon le jugement du réseau Semences Paysannes, mais de plein d'autres acteurs du milieu, sont tout à fait légitimes à également exercer une action de sélection, une action de recherche à leur façon, avec leur vision paysanne, et donc peuvent rentrer dans ce cadre. Attention, vous voyez les logos à la fin, il y a les restrictions. La vente de la récolte est interdite. Ou bien le transfert de propriété, dans le cas d'une expérimentation, on précise, devra se faire en petite quantité. On ne précise pas ce qu'est une petite quantité. Simplement, on pourrait estimer que la petite quantité, c'est la quantité nécessaire aux besoins de l'expérimentation. Mais on ne pourrait pas se dire qu'on commence à commercialiser en grand volume une variété protégée par un certificat d'obtention végétale. Donc voilà, c'est plus une faille qu'une ouverture béante dans la juridique, mais il est possible d'avoir une ouverture dans le cas de la recherche et du développement. Si toutefois, on ne peut pas rentrer dans ce cadre-là, une autre question se pose. Lorsqu'on revient dans notre règlement de tout à l'heure, on peut observer qu'il y a un article 14 qui précise que malgré ce que protégerait un certificat d'obtention végétale, il existe une liste d'espèces pour lesquelles les paysans ont le droit de faire leurs semences de ferme, c'est-à-dire ont le droit de multiplier les semences sur leur ferme et d'en vendre la récolte, d'en avoir un propos commercial derrière, malgré ce qui a été dit avant. Le règlement européen nous donne cette liste, mais après, dans l'application en français, une autre loi du 1er août 2014 vient rajouter toute une petite série d'autres espèces qui nous fait arriver à une liste finale de 34 variétés dérogatoires pour lesquelles les paysans qui ont des semences soumises au certificat d'obtention végétale peuvent toutefois les multiplier sur leur ferme. Mais se pose quand même une petite question.
c'est celui de savoir si vous êtes un petit paysan ou un gros paysan. Vous allez voir pourquoi. Au même article 14, si on va un peu plus bas, il est précisé les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération aux titulaires. Et par petit agriculteur, il nous renvoie sur une autre législation qui elle-même nous définit qu'un petit producteur serait celui qui produirait sur une surface inférieure à l'équivalent pour faire 92 tonnes de céréales. Bon, ça ne nous parle pas trop, mais si on regarde ce que nous dit le CNIS, selon eux, 92 tonnes de céréales correspondraient environ à 15 hectares de grandes cultures. Mais pourquoi est-ce que ce règlement nous demanderait si on est des petits ou des gros producteurs? C'est par rapport à la CVO. Attention, accrochez-vous, ne pas confondre la CVO avec le COV. COV, certificat d'obtention végétale, ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Et là, la CVO, c'est la contribution volontaire obligatoire que reverseraient des producteurs qui feraient des semences de ferme alors qu'elle est protégée. C'est ce qui devrait reverser à l'obtenteur. C'est un peu des termes ironiques, hein, évidemment, quand c'est sorti ce terme-là, on a beaucoup rigolé, contribution volontaire obligatoire, mais en tout cas, il semblerait que la loi permette à ce que les petits producteurs, donc ceux qui font moins de 15 tonnes, n'aient pas à payer de contribution volontaire obligatoire à l'obtenteur et donc puissent faire des semences de ferme gratuitement sur leur ferme. Je reviens en arrière au point de départ et on récapitule un peu. Est-ce qu'on a un COV? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une recherche scientifique? Sinon, est-ce qu'on fait partie de la liste des 34 variétés dérogatoires? Et alors, si oui, sommes-nous un petit producteur? Alors, nous pouvons voir ces 4 issues différentes qui nous expriment, il y a de l'orage, qui nous expriment nos droits fondamentaux. Et on voit qu'il y a quand même du vert, il y a quand même plusieurs occasions dans lesquelles nous pouvons multiplier des semences couvertes par un COV sur notre ferme et même pouvoir, dans certains cas, les transférer de propriété d'un paysan à un autre, d'un chercheur à un paysan, si l'on est dans le cadre d'expérimentation. Je reviens au début. L'on est à la question 1 et on aurait répondu tout à l'heure, non, nous ne sommes pas couverts par un certificat d'obtention végétale. Alors, on en arrive à la seconde question et un autre droit de propriété intellectuelle, celui des brevets. Il faut savoir que si une variété est couverte par un brevet, donc je reviens en arrière, on ne dit pas une variété couverte par un brevet, on dit une variété qui contient génétiquement un trait de caractère qui serait breveté ou qui a été obtenu par un processus lui-même breveté. Si l'on est dans ce cas-là, alors on devrait théoriquement payer des royalties à l'obtenteur. Mais encore une fois, il existe des ouvertures juridiques que nous allons explorer. Mais d'abord, on va répondre à cette question. Sommes-nous couverts par un brevet avec la variété qu'on a dans la main? Pour ça, une piste est d'aller sur cette base de données européenne, Pinto, dans laquelle vous pouvez, selon l'espèce que vous cherchez, si par exemple on reste sur notre sujet des tomates, on tape tomato, et on va avoir toute une série de variétés qui contiennent ces gènes ou ces processus qui sont brevetés, et on peut voir si la nôtre est dedans. Si elle est dedans, on sait qu'on est couvert par un brevet. Si elle n'est pas dedans, on est sûr de rien parce que c'est quand même une base de données qui est sur la base volontaire. Elle n'est pas forcément exhaustive car elle n'est pas à destination des particuliers ou des paysans qui voudraient savoir si leur variété est concernée par un brevet. C'est plutôt pour que les industriels entre eux ne s'attaquent pas en justice pour rien et précisent quelles variétés sont leurs chasses gardées parce qu'elles contiennent ces gènes ou ces processus brevetés. Vous pouvez être un peu plus complet, mais la recherche est plus complexe, c'est d'aller sur le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, dans lequel également, là, vous avez les variétés brevetées. Le système de recherche est plus complexe, mais plus complet, et vous pouvez donc obtenir votre réponse, oui ou non, ma variété est-elle protégée par un brevet? Il faut quand même faire attention, c'est que pour les agriculteurs qui achètent une semence, ce n'est pas marqué sur le sachet. On ne sait pas si la variété est couverte par un brevet.
Si on rentre dans ce cas-là, ce que je ne vous souhaite pas, et là, encore une fois, c'est pareil, si c'est la semence du pépé d'à côté, il y a peu de chances qu'elle ait un brevet dessus, ou ce serait de façon fortuite. Mais en tout cas, vous pouvez directement répondre non à la question. Si elle est couverte par un brevet, l'ouverture juridique est encore du même cadre de la recherche et du développement, mais un peu plus spécifique qu'avec les certificats d'obtention végétale. Allons creuser. Si l'on va dans le code de la propriété intellectuelle, qui va légiférer tout ce qui va toucher au brevet, on peut voir que les brevets ne s'étendent pas aux actes qui seraient accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales. Si assurément ce système-là garde cette ouverture pour permettre l'innovation, permettre de déposer des nouveaux brevets avec la version 2.1, 2.2, 2.3, nous, elle peut nous être très utile en sachant, encore une fois, que l'on pourrait développer les variétés et les faire évoluer et donc rentrer dans ce cadre-là. Un autre article un peu plus loin précise que les actes qui sont accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ne sont pas couvertes par le brevet. Donc, de la même façon, on peut conclure que le brevet français, je précise, n'empêche pas de faire ses propres semences sur la ferme si c'est pour ses propres besoins et qu'on ne vend pas la récolte. Qu'il est possible de transférer la propriété dans le cadre d'expérimentation, mais les quantités, encore une fois, doivent être cohérentes avec le cadre de cette expérimentation, et qu'il est possible de faire de la création et de la sélection variétale. Après, une des limites de cette chose, c'est que c'est propre au droit français. Il faut savoir que le droit européen se cherche encore et dans plein de cas est un peu plus contraignant et ne permet pas de faire ces ouvertures et que beaucoup de brevets sont déposés au niveau européen. Petite précision encore que donne le Code de la propriété intellectuelle, c'est que si vous pouvez avoir peur que votre variété soit couverte par un brevet, alors parce que le voisin a cultivé une variété brevetée et qu'un bout de son gène breveté aurait migré dans le vôtre, sachez qu'en France au moins, et ce n'est pas le cas forcément partout dans le monde, cette protection du brevet ne s'applique pas si la présence est fortuite ou accidentelle dans vos semences. Élément important qui demain pourrait être très utile. Voilà ces différents cadres qui nous donnent des ouvertures minimes. Évidemment, nous sommes dans le cadre le plus restrictif, celui du brevet, de pouvoir quand même innover et faire des choses malgré que cette variété soit couverte par un brevet. Voilà, on va s'arrêter avec cette partie la plus compliquée, qui est celle des droits de propriété intellectuelle. Et on va avancer vers un autre sujet. Notre variété, maintenant qu'on sait qu'elle n'est pas couverte par un certificat d'obtention végétale, qu'elle n'est pas couverte par un brevet, et avant de se poser la fameuse question est-ce qu'elle est inscrite ou pas au catalogue, on va se poser une question qui souvent passe inaperçue, c'est de savoir si la variété que vous avez dans la main, elle appartient à une espèce qui est réglementée ou pas. Je m'explique. J'ai mis du temps à comprendre cette notion-là de réglementation, mais si on fouille dans les directives, celles qui vont légiférer la commercialisation des semences, donc dans le cas des potagères, la 2002-55, et qu'on explore un petit peu, il semblerait que toutes les espèces qui ne sont pas dans cette liste ne sont pas réglementées et donc ne sont pas inscriptibles au catalogue. C'est pas, elles n'existent même pas d'un point de vue législatif et donc ne peuvent pas être inscrites au catalogue, même si elles respectent les critères parce qu'elles n'appartiennent pas aux espèces qui correspondent. Bon, si on regarde les espèces des légumes, par exemple, on se rend compte que quand même, les principaux, ils sont là. On retrouve la tomate, les radis, l'aubergine. OK, très bien. Si on regarde dans le monde des céréales, on se rend compte que voilà, la liste, on a le blé, le riz. OK, très bien. Donc, on a les espèces réglementées. On a ces 6 directives qui légifèrent la commercialisation des semences en Europe pour les céréales, les fourragères, oléagineux et betteraves et pommes de terre, où il y a quand même un gros business dessus et ils ont leurs directives un peu à part. Mais elles reprennent des listes et des notions très similaires. Ok, très bien. Donc,
si la variété est réglementée, donc elle est dans cette liste, on peut continuer l'infographie. Mais si on regarde de près la liste, on se rend compte que il est où le petit épeautre? Où est le sarrasin? Où est le millet? Bon, la marante et la quinoa, ce n'est pas des céréales d'un point de vue botanique, mais on ne les voit pas non plus. On se rend compte que le sarrasin, le petit épeautre, ne sont pas dans cette liste. Donc, ils ne sont pas concernés par la législation, ils ne sont pas réglementés. Je dis pas concernés par la législation de la commercialisation. Si on en fait le commerce, elles sont toujours touchées par les autres lois du respect de la commercialisation plus générale, de la santé des personnes, etc. Si on revient sur la liste des légumes et qu'on regarde ici en haut, on regarde entre les courges, on voit potiron et courgettes. Mais nous, ici à Nice, on aime beaucoup la courgette longue de Nice. En France, un peu partout, on aime bien la courge butternut. La musquée de Provence, je ne sais pas si vous la voyez, cette grosse courge côtelée. La trompette d'Albenga, une fameuse courgette vendue en Ligurie et dans le sud-est de la France. Toutes ces courgettes, ces courges, appartiennent à l'espèce des Cucurbita moscata. Et si on regarde dans cette liste, il n'y a pas de Cucurbita moscata. Donc, ces espèces ne sont pas réglementées. J'ai été très surpris quand j'ai appris ça. Si on regarde un petit peu avec du recul, d'ailleurs, si on fait la somme de toutes les espèces qui sont réglementées par la législation française, on peut arriver au calcul de 45 espèces alimentaires réglementées. Et la FAO nous dit qu'on en a 6000 à l'échelle mondiale que les humains consomment. Ce qui fait moins d'1% d'espèces qui sont réglementées et qui tombent sous les règles de la commercialisation. Bon, une fois cela dit, il faut quand même préciser qu'à l'inverse, 99% de ce qu'on mange dans nos assiettes était bien dans la liste. Mais en tout cas, c'est pour savoir que dans de nombreux cas où on voudrait faire vivre les semences paysannes, une des premières questions à se poser avant de savoir si elle est au catalogue ou pas et se compliquer la vie, c'est simplement savoir si elle appartient à une espèce qui est réglementée. J'ai quand même fait un peu l'expérience d'aller dans le catalogue et taper butternut, parce que la butternut, contrairement à la longue de Nice, on en voit dans tous les magasins en France, tout le monde en consomme, elle est très appréciée. Il y a les grands groupes semenciers qui en commercialisent sous tous les volumes. Et pourtant, si dans le catalogue on tape butternut, qu'on descend, aucun résultat. Elle n'est vraiment pas au catalogue officiel des variétés. En fait, c'est pas qu'elle n'y est pas, c'est qu'elle ne peut pas y être parce qu'elle n'appartient pas à une espèce réglementée. Bon, c'était une question, il fallait quand même se la poser. Maintenant qu'elle est faite, maintenant qu'on sait qu'on répond oui à notre question et que oui, notre variété, elle appartient à une espèce réglementée, ce qui est quand même la majorité des cas, alors maintenant vient la grande question de savoir si elle est inscrite au catalogue. D'abord, petit détail de précision. Depuis tout à l'heure, je vous fais voyager sur le catalogue officiel des variétés français, mais il pose des limites. Je vous explique. Si vous tapez chou dans le catalogue, vous aurez toute une petite liste de choux. Moi, j'aime beaucoup le chou romanesco. Vous voyez ce chou avec ces jolies spirales dessus, en forme de fractal. Roscoff, rouge de Russie, rouge gros, romanesco, il n'est pas inscrit au catalogue. Pourtant, les choux appartiennent au Brassica oleracea, qui est une espèce qui est bien réglementée. Et pourtant, elle n'est pas dans le catalogue et tout le monde la commercialise. Et donc, il faut faire attention et ne pas se faire avoir. C'est qu'on est en Europe. Et que si vous allez dans le catalogue européen et que vous tapez romanesco, là, par contre, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui l'a inscrit au catalogue au sein de l'Union européenne. On voit en bas IT en Italie. Et si le romanesco est inscrit dans le catalogue italien, alors en France, il est également inscrit dans le catalogue. Et en tout cas, il est inscrit, il tombe sous les mêmes contraintes et il respecte ces mêmes cadres de DHS, distinction, homogénéité et stabilité. Donc voilà, pour ne pas se faire avoir, je vous invite, quand vous cherchez une variété, à aller regarder plutôt directement dans le catalogue européen. Le français est un peu plus sympa à explorer et il donne plus de précision, mais souvent, il faut faire la double recherche ou au moins s'assurer qu'il n'est pas dans le catalogue européen avant tout. Ceci étant dit, on a les deux possibilités. Est-ce qu'on a trouvé notre variété quand on l'a tapé, romanesco? Oui, elle est inscrite au catalogue. Bon.
Donc, on va explorer toute cette branche-là. Il faut maintenant aller voir un tout petit détail en plus, c'est celui des listes dans le catalogue. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mais là, on va préciser. Quand vous allez dans le catalogue français, vous tapez votre variété, grosse blonde paresseuse, c'est un magnifique nom d'une laitue. Vous pouvez voir un peu plus bas que cette variété, elle est dans la liste A. Très bien, parce qu'elle est depuis 1952 d'ailleurs. Si vous allez, vous tapez Agua Dulce, Super Simonia, qui est une fève très consommée, la plupart des fèves que vous allez consommer sont de cette variété-là. Si vous regardez dans le catalogue, elle est inscrite dans la liste B. Très bien. Faites un peu plus de recherche. Bon, la liste C, j'ai cherché, c'est un peu compliqué. En fait, il n'y a que 6 variétés qui sont là, qui sont inscrites dans la liste C. Et la liste D, vous tapez Green Zebra, vous la connaissez, cette fameuse tomate de Tom Wagner, un sélectionneur américain, verte, zébrée, qui, elle, est inscrite dans la liste D, qui porte le doux nom de la liste contenant les variétés sans valeur intrinsèque. Bon, ça laisse penseur. Pourquoi est-ce que je vous énumère ces types de listes? Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la liste à laquelle elle appartient, on a des petites subtilités. Pour cela, on va aller explorer le décret 81-605, qui est celui qui gère le commerce des semences, qui nous précise, et donc là c'est le cas dans lequel on est actuellement, c'est que les semences et les plants doivent être inscrits au catalogue de la liste A et B pour avoir le droit d'être mis sur le marché sur le territoire national. Donc c'est ce bout de texte qui nous dit les semences doivent être inscrites au catalogue pour être mises sur le marché. Mais notamment avec la pression de la société civile, la perte de la diversité, et après des années de lutte, il y a eu d'autres listes qui ont été créées, celles de la liste C et de la liste D, qui sont plus souples sur les critères d'admission et qui demandent à être moins homogènes avec des coûts d'inscription qui sont inférieurs et qui laisseraient, soi-disant, plus de place aux semences paysannes. Quand vous voyez qu'il n'y en a que 6 qui sont inscrits dans la variété de conservation, on se demande si ça a été très efficace. Mais en tout cas, ces listes C et D apportent des compléments intéressants. Pour cela, des directives européennes retranscrites dans 2 lois françaises nous apportent une information importante, c'est que si les variétés qu'on a dans la main est inscrite au catalogue dans la liste C ou D, alors il y a des restrictions quantitatives sur le point de vue de la commercialisation. Il n'est possible de les commercialiser qu'en petite quantité. Et pour une fois, il y a quelqu'un qui définit ce que veut dire petit. Dans cette annexe, où vous pouvez voir que si on veut vendre des semences de cucumis melo, donc des melons, on pourra le faire que dans des sachets maximum de 5 grammes net par conditionnement. Ce qui permet de limiter grandement au marché amateur et éviter que le marché professionnel ne puisse commencer à jouer avec des semences avec un patrimoine génétique trop diversifié qui ne correspondrait pas à l'attente du GNIS ou à l'attente du modèle agronomique vu, en tout cas, et vu jusqu'ici par nos gouvernements. Ce qu'il faut savoir, donc la liste C et D, on a des limites, et la liste A et B, évidemment, là on est dans le mainstream, on est dans la voie légale. Si votre variété est inscrite à la liste A et B, vous avez le droit de faire à peu près ce que vous voulez. Au niveau de la commercialisation, vous pouvez l'échanger avec quelqu'un, vous pouvez la semer, vous avez le droit de faire vos propres semences. Voilà, vous êtes libre, c'est la voie légale, mais attention, comme on a dit tout à l'heure, qui pose d'autres contraintes au niveau de l'inscriptibilité. Je reviens à ma question d'avant, qui était donc, ma variété est-elle inscrite au catalogue? Non, soit parce qu'elle n'y est pas inscriptible, ma variété population de maïs a plein de couleurs et plein de formes différentes, elle est délicieuse, mais elle n'est pas du tout assez homogène, elle ne peut pas être inscrite, donc je réponds non à la question. Ou bien, elle est inscriptible, mais plus personne ne paye le coût annuel de maintien au catalogue, du coup elle n'est plus au catalogue parce que personne ne la lit inscrit ou ne paye les droits pour la maintenir. Troisième point, elle est inscriptible, mais on est dans une démarche dans laquelle on refuse
le cadre restrictif d'un catalogue et la vision de l'agronomie, de l'agriculture qui va avec, et alors on décide simplement de ne pas l'y inscrire. 3 choix qui s'offrent à nous et qui répondent les 3 non à la question « je ne suis pas inscrit au catalogue ». Et donc là, on commence à rentrer plus précisément dans le monde des semences paysannes. En tout cas, les semences paysannes sont souvent dans ce cas-là. Vous avez vu tout à l'heure, grosse blonde paresseuse, la fève, agua dulce. J'ai mis exprès des variétés qui étaient inscrites au catalogue, mais qui étaient des variétés population ou des lignées, des variétés anciennes. Du moins, parce qu'à chaque fois, on aura vu que dans ces 2 cas, ce sont des autogames, des espèces qui se pollinisent par elles-mêmes et qui intrinsèquement sont déjà relativement homogènes. On n'a pas vu le maïs, par exemple, qui lui n'est pas autogame. Mais donc tout ça pour dire, pour relativiser, quand on dit les semences paysannes ne sont pas inscriptibles au catalogue, c'est globalement le cas, mais quand même, plusieurs espèces potagères considérées comme des semences paysannes pourraient être inscriptibles, notamment si on travaille sur l'homogénéité. En tant que paysan, je peux choisir de sélectionner mes semences pour les rendre homogènes. Ça reste des semences paysannes, elles peuvent être inscrites dans le catalogue. Et il y en a qui y sont inscrites. Donc avant de vous casser la tête, parfois regardez si votre semence que vous avez est dans le catalogue, parce que c'est peut-être une semence qui peut être paysanne, elle est inscrite au catalogue et vous êtes dans la voie légale directe. Pour autant, il faut se poser la question. Si on rentre dans cet univers-là, la première question qu'on va se poser, c'est cette variété fait-elle l'objet d'une utilisation professionnelle? Vous allez voir pourquoi on se pose cette question. Tout le tas de directives qu'on a vu tout à l'heure qui gèrent la commercialisation, elles résument à peu près la même chose mot pour mot dans le décret 81-605 que l'on va explorer, qui dans son article 1, tout de suite, nous clarifie de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la commercialisation des semences. Et attention, ce n'est pas forcément ce que nous, on y mettrait derrière. Je vous l'écris en gros, c'est plus lisible. Au sens des décrets de la loi des semences, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, et toute fourniture ou tout transfert, phrase à rallonge, virgule, et là on change de typologie, de conditions en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Une phrase bien lourde, et vous allez voir pourquoi je la détaille, parce que ça change et ça écrit le cours de l'histoire. Cette phrase à rallonge à peu près incompréhensible nous dit quand même des petites bases qui nous invitent à croire, en lisant ça, que lorsque je donnerai des semences, que j'en vendrai ou que j'en échangerai avec quelqu'un, je serai toujours dans le cas de la commercialisation. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, avec les logos, je l'ai appelé transfert de propriété. Mais dans la phrase, si vous lisez bien, il y a marqué « en vue d'une exploitation commerciale ». Et donc ces termes-là laisseraient à penser que si je commerce, si jamais je les donne, je les échange ou je les vends à quelqu'un qui, lui, n'en fera pas une exploitation commerciale, donc cet acte d'échange ne se fera pas en vue d'une exploitation commerciale, alors je ne suis pas dans le cadre de la législation et donc j'ai parfaitement le droit, bon, d'une part de les semer, et ça c'est certain, et d'en faire mes propres semences, mais j'aurai également le droit de les vendre, de les échanger et de les donner, tout en précisant, et c'est pour ça qu'on recommande sur les sachets dans ce cas-là, d'écrire réservé à un usage amateur, et évidemment de les vendre avec une quantité qui correspond à un usage amateur. Et dans ce cas-là, on respecterait la législation, et alors de nombreuses semences paysannes auraient le droit de circuler et d'exister. Concrètement, les échanges, les bourses aux semences entre amateurs, l'échange de semences qui ne sont pas inscrites au catalogue, est légal. Et la vente de semences qui ne sont pas inscrites au catalogue pour des gens qui n'en feront pas un usage commercial est légale aussi. Bon, sur ce dernier point, il y a une petite précision à apporter, qui commence avec un procès. Celui de Cocopelli avec les graines Beaumont. Enfin, graines Beaumont contre Cocopelli, qui l'attaque en justice pour concurrence déloyale. Dans leur débat, qui dure 10 ans, la Cour d'appel de Nancy finit avec cet arrêt numéro 1785 en 2014. Au moment où l'association Cocopelli dit « nous, on n'est pas concernés par la législation, parce que lisez la directive, on la vend qu'à des jardiniers amateurs qui ne vont pas en faire une exploitation commerciale. Donc, on n'a pas besoin que nos variétés soient inscrites au catalogue pour être vendues. »
Mais la Cour d'appel de Nancy n'est pas tout à fait de cet avis et en fait une toute autre interprétation et vient nous faire un cours de grammaire bien compliqué pour nous expliquer que quand une phrase est composée de plein de membres séparés par des virgules, la position détachée ne peut suivre le non-support et être placée en tête de la phrase ou après le verbe. Bref, je vous passe les détails, vous pourrez le lire, vous avez toutes les références. En tout cas, d'après eux, la lecture de la phrase de la directive ne doit pas être faite comme ça, mais doit être vue comme pas en vue d'une exploitation commerciale, mais dans le cadre d'une exploitation commerciale. Ce qui change la lecture de la phrase et qui donc enlève la possibilité de vendre des semences non inscrites à des amateurs pour le marché amateur. Mais attention, la Cour d'appel de Nancy n'était pas mandatée pour répondre à la légalité de vendre des semences non inscrites au catalogue. Elle, c'était pour le problème de concurrence. Donc ce texte-là ne fait pas jurisprudence. Et donc, on en revient au même cas de l'interprétation. Bon, cela dit, le GNIS, quand il a vu ce qu'a dit la Cour d'appel de Nancy, ils ont sauté au plafond, ils ont dit c'est super, la Cour confirme la lecture qui doit être faite du système réglementaire. En tout cas, le GNIS pense que c'est comme ça qu'on doit lire la phrase. Cela dit, d'autres acteurs des semences, comme Guy Kessler, qui précisait à ce moment-là que le législateur européen, il n'aurait aucun intérêt à imposer ces règles-là pour le jardinage amateur, parce que le propos même de cette loi, c'est de sécuriser les récoltes de l'agriculture commerciale destinée à nourrir la population. Donc il n'y aurait aucune raison que cette loi, en tout cas que le texte, soit lu dans ce sens-là. Et comme quoi, parfois, juste à une virgule ou une interprétation grammaticale, on peut dépenser énormément d'argent public sur un problème que vous allez voir. Ah oui, non, petit point d'abord, c'est que en dessous de la phrase qui nous dit en vue d'une exploitation commerciale et qui a été interprétée de cette façon que vous venez de voir par la Cour d'appel de Nancy, l'article 1.1, juste en dessous, la première phrase dit ne relève pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété. Donc c'est clarifié juste la phrase d'après, telle que les opérations suivantes. C'est une liste non limitative. La phrase d'après vient confirmer la lecture qu'on en fait. Mais pour autant, beaucoup de personnes pensent que ça pourrait faire jurisprudence qu'a dit la Cour d'appel de Nancy et que c'est risqué de vendre des variétés non inscrites au catalogue à des amateurs. Et beaucoup, du coup, ne le font pas. Ils ne font pas vivre toutes ces semences paysannes non inscriptibles au catalogue, alors que les jardiniers amateurs est le foyer principal qui fait vivre cette biodiversité encore existante. Donc avec des conséquences graves sur la biodiversité. Tout ça a coûté beaucoup d'argent public, je vais vous dire pourquoi. Vous avez entendu parler, vous vous rappelez de la loi Egalim, un sacré feuilleton où Blanche Margarinos, l'avocate de Cocopelli, a quand même a réussi à mettre à des amendements avec un grand groupe de la société civile à travers la loi Egalim pour ajouter un amendement qui permettait de clarifier ce point-là, que cette phrase-là ne soit plus un problème, et d'écrire noir sur blanc, oui, on peut vendre des semences non inscrites au catalogue aux amateurs. Il propose de l'écrire dans l'article 78 de la loi Egalim. Les députés l'ont voté, pas de problème, les sénateurs le votent, pas de problème, ça passe, la société civile joyeuse, ça y est, une avancée pour les semences, tout le monde est content. Sauf que si vous allez aujourd'hui voir dans la loi Egalim en ligne et que vous allez à ce fameux article 78, vous pouvez voir disposition déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel. Bon, on creuse et on se rend compte que le Conseil constitutionnel, les grands sages du système législatif français, ont décidé que cet article de loi était, avec d'autres, un cavalier législatif, qu'il n'avait rien à faire dans cette loi, dans le processus. Ils attaquent sur la forme, pas sur le fond, et donc rejettent cet article de loi. De nombreux journaux publient pendant des semaines les semences paysannes sont interdites, le Conseil constitutionnel interdit cette loi, remettent en question quelque chose qu'il est légitime de se poser comme question sur la pression des lobbies sur le Conseil constitutionnel qui aurait pu influencer cette décision. Je ne vais pas rentrer dans ces débats, chacun se fait sa propre opinion, mais en tout cas, ça a émergé grandement dans la presse, ce genre de débat. Mais le RSP, pendant ce temps-là, lui, continue à dire non, mais hier comme aujourd'hui,
il est légal et il est possible de vendre à des jardiniers des semences de variétés non inscrites au catalogue. C'est toujours possible. On continue à lire la loi comme la phrase. Je vous invite après à relire la phrase. De toute évidence, la loi, cette interprétation-là, elle est vraiment à remettre en question, celle qu'a fait la Cour d'appel de Nancy. Et aujourd'hui, on peut légitimement appliquer la loi à la lettre et vendre des semences non inscrites au catalogue à des amateurs. Et concrètement, depuis ce procès-là, plein de maisons de semences, plein de semenciers le font. Vous allez sur le site de Germinance du Biogerme, ils vous vendent des semences paysannes pour des amateurs, en écrivant sur le sachet réservé à un usage amateur et dans des conditionnements qui vont bien. Et c'est tout à fait légal. Ils le font et ils n'ont jamais été attaqués pour ça. Voilà. Donc c'est un débat qui est un peu complexe et qui n'est pas fini d'être clarifié. Il y a eu cette année encore 3 projets de loi qui ont été déposés pour essayer de revenir sur la loi Egalim et de rajouter, essayer de clarifier ce point-là pour l'écrire enfin noir sur blanc. Mais on n'a pas à attendre que ce soit écrit noir sur blanc pour le faire. On peut déjà estimer légitimement que c'est le cas. Voilà pour la partie des amateurs. Mais bon, maintenant, ce n'est pas uniquement les amateurs qui vont être capables de nourrir toute la population. Et si on veut un projet alimentaire dans lequel les semences paysannes ont une vraie place dans la production et dans notre alimentation, il faut creuser un peu plus. Et donc, il faut pouvoir trouver les solutions juridiques pour que, même si on les vend ou on les donne à quelqu'un qui en fera un usage professionnel, qui en fera une exploitation commerciale, on veut qu'il puisse quand même faire vivre ces semences paysannes. Et nous avons tout un tas de vides juridiques, pas de vides, de règles et de droits juridiques que l'on va découvrir. Le premier est encore celui de la recherche et du développement. Mais cette fois-ci, c'est écrit dans ce décret sur la législation des semences, où on peut y voir que de petites quantités de semences, pour des buts scientifiques et des travaux de sélection, peuvent être commercialisées. Et quand je dis commercialiser, vous vous rappelez, en faire le transfert de propriété. Ok ? Bon, là, cette fois-ci, par contre, on ne précise pas les quantités. Donc, on va encore considérer que ce sont la quantité nécessaire aux travaux de la sélection. Si vous voulez faire de la sélection sur de la tomate, bon, ben, avec 100 graines, un tout petit sachet, vous pouvez déjà faire un travail de sélection. Si vous êtes sur du blé et que vous avez 100 graines, par contre, vous ne faites absolument rien. Donc, on peut déjà partir des petites quantités de blé. Si on a 100 kg de blé, ça reste des petites quantités. Peut-être de semences de blé. Peut-être que c'est le nécessaire pour faire cette quantité et on peut toujours respecter la législation. Là, il y a un flou. Il s'agit d'être cohérent, en tout cas, entre les deux et de savoir le justifier. Donc, si on a un travail de sélection, donc si on est en partenariat avec un laboratoire de recherche, et il y en a quelques-uns, assez peu, qui le font, et qu'on est avec des chercheurs et qu'on fait un travail de sélection, bon, ben, eux, ils peuvent nous délivrer un certificat de recherche qui nous permet de justifier de notre démarche. Mais en réalité, on peut très bien, en tant que maison de semences, en tant que groupe de paysans, justifier qu'on est dans une démarche de sélection participative ou de sélection entre pairs, entre paysans, et alors rentrer dans cette case et pouvoir toujours multiplier et échanger ces semences, toutefois en petite quantité, dans ce cadre-là. Une ouverture juridique qui n'est pas à négliger. Bon, on a d'autres cas, mais si toutefois on ne pouvait pas rentrer dans ce cas-là, il en existe une autre. C'est celle de l'entraide agricole. Donc là, on vient à l'autre point. On répond non à la question, je ne suis pas dans le cadre de recherche, de conservation ou de sélection. Est-ce que je peux rentrer dans le cadre de l'entraide agricole? De quoi parle-t-on? Le code rural, c'est complexe la loi française, mais dans le code rural, un article qui a été amendé et modifié récemment, en 2016, nous informe que malgré la réglementation, les échanges entre agriculteurs de semences qui ne sont pas au catalogue, ils ne le disent pas comme ça, ils disent des variétés qui ne sont pas protégées par un certificat d'obtention végétale et, et dont les plantes ne sont pas destinées à être commercialisées, peuvent être échangées. Et ça va au-dessus de la loi du catalogue, et donc il est possible, dans le cadre de l'entraide agricole, d'échanger des semences qui n'y sont pas inscrites au catalogue et de pouvoir faire vivre cette biodiversité entre paysans. Évidemment, tout à l'heure, on avait déjà répondu à la question, on n'est pas couvert par un COV. Et il ne faut pas être dans le cas d'un contrat de multiplication. Un contrat de multiplication, c'est
des semenciers qui contractent des paysans pour qu'ils multiplient des semences pour la production commerciale. Et donc, évidemment, ils ne pourraient pas rentrer dans ce cas-là. Un peu plus haut, dans la loi du Code rural, on nous précise un peu ce qu'est cette entraide qui, du coup, nous intéresse dans notre cas, qui nous dit qu'elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière. Ça veut dire qu'on peut être un collectif et le faire régulièrement. Ça nous dit quand même des petites précisions, c'est que l'entraide, elle n'est pas présumée. Il faudrait tenir un cahier d'entraide, signer un contrat, peut être recommandé. Mais on peut très bien, entre deux paysans, signer un contrat. Je t'échange le sachet de graines de tomates non inscrites au catalogue contre 1 heure de tracteur la semaine prochaine. Du moment qu'on s'arrange de pouvoir justifier que c'est une entraide, donc que l'échange est équitable. Mais d'ailleurs, une petite précision ici nous dit qu'il ne serait pas interdit de reverser une soulte, autrement dit de l'argent, pour arriver à cet équilibre. Bon, il ne s'agit pas de vente de semences, pour autant, on pourrait rembourser les frais que la personne a mis en place pour produire ces semences-là. Bon, de la vente déguisée ou pas, en tout cas, au sein de l'entraide agricole, on a des possibilités qui nous donnent le droit, clairement explicite, de pouvoir faire circuler et multiplier, développer des semences entre professionnels, entre agriculteurs, même si elles ne sont pas inscrites au catalogue. Admettons qu'on ne soit pas dans le cadre de l'entraide agricole. Un des cas qui pourrait s'avérer, c'est celui de travailler avec des gens qui n'ont pas de statut agricole. Mettons. Là, quand on dit agriculteur, évidemment, il faut que ce soit des gens qui cotisent à la MSA. Il ne suffit pas d'avoir un balcon pour se prétendre agriculteur au sens de la loi et donc de pouvoir entrer dans le cadre de l'entraide agricole. Le prochain point que l'on veut aborder va être celui de la filière intégrée. Une autre façon de faire circuler et vivre les semences paysannes. Qu'est-ce qu'une filière intégrée au sens où on l'entend? On revient dans notre décret 81-605 et un peu plus bas, on a des petits termes qui nous précisent qu'on peut donner des semences, fournir des semences à des prestataires en vue de la reproduction de semences et qu'on ne rentre pas dans le terme de la commercialisation. Et qu'en fait, la commercialisation est quand même entendue comme un transfert de propriété et que si on était capable de s'organiser au sein de filières intégrées, donc soit on monte un GI2E ou bien un groupe de personnes, une association, un GAEC, un groupe, une SARL, enfin on monte une structure juridique quelconque, une coopérative quelconque, alors on peut imaginer que les semences circulent au sein de cette filière intégrée, de cette coopérative, mais sans jamais changer de propriété en respectant la loi. Par exemple, au sein de la maison semences paysannes, on pourrait avoir des variétés qu'on a récupérées qui appartiennent à la maison de semences, que les paysans multiplient du moment qu'ils n'acquièrent pas de titre de propriété sur la semence. Donc voilà une autre façon de pouvoir faire circuler ces semences de façon légale. Le cas qui a été assez médiatisé et connu, que je vous invite à explorer, comme il est assez drôle, c'est celui des pins de mie Jacquet, du groupe Limagrin, un très grand groupe qui travaille sur le sujet des semences, qui, au sein de sa coopérative, si on peut encore appeler ça une coopérative, se retrouve avec des coopérateurs qui achètent des semences de blé pour les multiplier, qui ensuite sont vendues à la coopérative. Mais en réalité, ces variétés ne sont pas inscrites au catalogue. Ça ne veut pas dire que Limagrin veut travailler avec des semences paysannes. Ça veut dire que leurs variétés, elles ne veulent pas qu'elles tombent dans le domaine public au bout de 25 ans. Du coup, elles ne les y inscrivent pas au catalogue. Subtilité. Mais si on regarde de près, en fait, Limagrin ne vend pas de semences. C'est l'agriculteur qui vend un service. Non, c'est Limagrin qui vend un service aux paysans, une assistance technique. Les semences ne sont que données comme un moyen dont la personne va le transformer après en produits, donc en blé, en céréales et en pain de mie. Voilà une façon de détourner la législation et d'être en mesure de faire vivre des semences non inscrites au catalogue au sein d'un groupe, au sein d'une filière intégrée. Voilà, on a survolé les différentes possibilités, les différentes ouvertures juridiques. Je reviens un peu en arrière pour faire un petit bilan. Dans un premier temps, on a vu
ce bout-là qui concernait plutôt tout ce qui était de l'ordre de la propriété intellectuelle, qui n'est pas souvent concerné par cette branche-là. La partie, la voie légale, on va dire, celle du catalogue. Et toute cette partie-là, avec les dernières solutions qu'on vient de trouver, pour toutes les variétés qui seraient hors du catalogue et qui, dans le monde des semences paysannes, nous intéressent particulièrement. Pour faire un petit récapitulatif sur les 4 dernières choses que l'on vient de voir, l'usage amateur, la recherche et le développement, l'entraide agricole et les filières intégrées, parce que ce sont les solutions qui vont nous intéresser le plus lorsqu'on veut faire vivre les semences paysannes. Il faut savoir parfois quelle solution on peut choisir, parce qu'on peut tomber on a plusieurs possibilités, plusieurs failles, comment la choisir. Bon, celle de l'usage amateur, elle est intéressante à savoir parce que les bourses aux graines, du coup, sont parfaitement légales. La vente aux amateurs est a priori possible, mais attention, comme inconvénient, c'est sujet à interprétation. Bon, par contre, ça pose le problème que les professionnels ne sont pas encore concernés. La recherche et développement, ça c'est une solution juridique qui est utilisée par plein de réseaux de sauvegarde et de développement des semences paysannes. C'est la solution historique, on la connaît, on sait qu'elle marche, et il est possible soit de travailler avec des chercheurs, comme je dis, on peut le justifier, ou même au sein de maisons de semences paysannes, on peut s'organiser en collectif pour justifier qu'on est dans un acte de recherche et de rentrer dans ce cadre-là. Bon, il faut quand même justifier la démarche, donc ça peut être une contrainte, et il faut le savoir. Et ça limite un peu à des petites quantités. Donc, dans certains cas, ça pourrait poser des problèmes. Voilà, il faut savoir qu'après, ah non, pardon, un autre avantage de la recherche, c'est qu'en fait, ça ne spécifie pas que c'est pour les professionnels. Donc, on peut très bien avoir de la circulation de semences non inscrites au catalogue entre professionnels et amateurs, ce qui est un vrai avantage pour faire vivre la biodiversité, car les professionnels vont faire un type de semence que ne vont pas faire les amateurs, et vice-versa, où beaucoup de la biodiversité a un grand intérêt à être sauvegardée par les deux types d'acteurs et de pouvoir circuler entre les deux. On a le cas typique avec les céréales, où un céréalier ne peut pas se permettre, une fois qu'il a récupéré un sachet de 1 kg de graines chez la mamie du coin, de pouvoir les multiplier. Il n'a pas le temps de consacrer une micro-parcelle. Donc c'est souvent des amateurs qui vont dans leur jardin jardiner le blé pour le multiplier en suffisamment grande quantité pour pouvoir en avoir un stock intéressant en termes de semences pour un professionnel. Et là, il y a un moment où on fait un transfert de propriété de ces semences non inscrites au catalogue entre un amateur et un pro. Et l'avantage de la recherche et de développement permet de le faire si on reste sous la barre d'une certaine limite en respect des petites quantités. Le cas de l'entraide agricole, bon, c'est une mise en administrative qui est quand même assez simple. Il suffit de tenir une feuille. On s'est rencontrés tel jour. Gilles m'a donné 10 grammes de ses graines de chou. Moi, je lui ai donné 6 de mes laitues ou je lui ai donné en échange 4 euros pour s'être déplacé jusqu'à moi. Voilà ce qu'on peut faire. L'avantage, c'est que ça ne limite pas les quantités, là, par contre. Rien de précis. Et dans le cadre de l'entraide agricole, on peut échanger des semences autant qu'on veut. Par contre, si une des personnes de ce groupe qui veut faire des échanges et faire vivre les semences paysannes n'est pas à la MSA, soit par choix politique, soit parce qu'il est simplement jardinier, il n'est pas en mesure de faire cet échange de façon légale. Et le dernier point, c'est celui de la filière intégrée, qui permet d'avoir une approche de la gestion des semences comme un commun. C'est intéressant, je trouve qu'au sein d'une filière intégrée, on arrête de parler de transfert de propriété. Les semences n'appartiennent à personne, mais chacun en fait un usage sans considérer que ce sont ses graines. Et ça peut être une vision intéressante de l'agriculture. Ça permet également de protéger une variété, je mets des guillemets parce que ce n'est pas de rentrer dans le cadre de la propriété intellectuelle, mais de dire que lorsqu'il y a un travail d'un groupe de paysans qui développent des variétés très intéressantes, très pertinentes, il y a le risque de la biopiraterie, celui de se faire récupérer par des semenciers industriels cette variété, la récupérer et ensuite déposer des droits de propriété intellectuelle dessus. Le fait de travailler en filière intégrée permet d'avoir un cadre au sein du groupe qui permet de réglementer ces échanges qui se font et protéger en quelque sorte ces variétés-là de la biopiraterie en les déclarant inappropriables. Voilà, il y a des solutions qui peuvent être mises en place.
Également, ça permet de travailler avec des pépiniéristes. Comme je vous disais tout à l'heure, les plants, c'est un peu plus compliqué, mais lorsque dans une maison de semences, on veut travailler avec des pépiniéristes qui vont transformer nos graines en plants, on n'aurait pas le droit de leur donner ou de leur transférer des semences. Par contre, on peut très bien leur passer des semences sans leur vendre ou leur donner, et que eux nous facturent le service de transformer cette graine en plant. Et vu qu'on facture un service, on rentre dans le cadre de cet article 1.1 de la 81-605 et de la filière intégrée en général, dans lequel il n'y a pas de transfert de propriété. Je garde la propriété des semences, quelqu'un me les transforme en plant. Bon, honnêtement, pour l'instant, je ne connais pas grand monde qui a fait le choix de la filière intégrée parce que c'est une mise en œuvre administrative complexe, mais en tout cas, elle a le mérite d'être exposée ici et peut être réfléchie. Et savoir que si on se facture des services, petit détail, il faut une TVA à 20% et pas à 5% comme on pourrait l'avoir dans le cas de transactions commerciales de semences comme produit. Maintenant, pour savoir, maintenant qu'on a ces droits, maintenant qu'on connaît toutes ces possibilités et qu'on ne peut plus dire les semences paysannes sont interdites, qu'on sait qu'il existe plein d'ouvertures juridiques qui nous permettent de faire vivre les semences paysannes, alors il faut savoir comment les faire vivre. Et pour ça, ici, en tout cas dans notre réalité locale, on a créé, monté, avec l'aide, le soutien de la fondation Good Planet, en partenariat avec Sol, avec des paysans ici, les agriculteurs bio du 06, avec les AMAP, la DEAR, tout un tas de collectifs avec des chefs cuisiniers, avec également tout un tas d'acteurs qui travaillent autour de l'alimentation et qui se sentent concernés par les semences. Nous avons fait cette maison des semences paysannes Maralpine qui a ce but de gérer collectivement les semences locales en priorité, en tout cas des semences qui soient reproductibles, qui soient adaptées à nos conditions pédoclimatiques et qui soient respectueuses du type d'agriculture, qui soient compatibles avec le type d'agriculture que l'on souhaite voir se développer ici. Notre action se découpe en plusieurs pistes. Ce sont des documents que vous pouvez aller voir sur le site internet après, mais en gros, où on parcourt la région des Alpes-Maritimes et un peu en Italie pour aller chercher des variétés encore existantes, des variétés population, aller chercher des histoires qui leur correspondent, qui nous permettent ensuite de pouvoir les valoriser, de pouvoir trouver comment en parler, comment argumenter auprès des paysans les intérêts qu'elles présentent, pouvoir les présenter. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est à travers cette présentation, c'est également de la valorisation de la biodiversité cultivée. C'est également connaître ses droits, c'est sensibiliser le grand public, les professionnels du secteur à ce sujet pour qu'ils connaissent leurs droits. Ce que l'on organise également sont des formations professionnelles ou des formations pour les amateurs, pour que chacun puisse savoir comment faire ses propres semences. Il ne suffit pas de savoir qu'on a le droit d'utiliser des semences paysannes, il faut savoir les multiplier, c'est un savoir-faire. Et donc, on organise des formations pour transmettre les savoir-faire à ces sujets. Pour réussir à compiler toutes ces informations-là, on a le projet, pas encore effectué, de monter une bibliothèque qui nous permettrait de centraliser ces savoir-faire pour que les personnes qui veulent creuser le sujet aient matière à se réapproprier en profondeur le monde des semences paysannes et leur redonner une juste place dans nos systèmes alimentaires. On organise de la sélection participative également, avec des chercheurs, avec des cuisiniers, chez les paysans, pour améliorer les variétés qu'on retrouve, qui existent, qui sont là, mais qui parfois ne sont pas assez productives, par exemple. Et on va travailler à développer cette productivité pour ne pas rester uniquement dans l'amateurisme, mais également dans la proposition d'un parcours à retrouver l'alimentation, retrouver dans nos restaurants, sur les étals des marchés, dans les cantines scolaires, sur les tables de nos familles, chaque soir à table, des légumes qui soient issus de ces semences paysannes-là. Et pour ça, on a besoin de reprendre en main la sélection, l'amélioration variétale pour les maintenir du côté de la semence paysanne, les maintenir du côté de la diversité génétique intrinsèque des semences paysannes en réponse au changement climatique, à nos besoins agroécologiques. Pour ça, on fait de la conservation, de la multiplication, c'est-à-dire que ces semences-là, on les distribue au sein d'un réseau où chaque producteur prend une ou deux variétés sous son aile et la multiplie en quantité pour l'échanger avec d'autres. On a une maison de semences dans Nice, chez 21 paysans, où on conserve ces semences
où elles sont centralisées, mais pas uniquement dans un seul endroit, dans plusieurs, pour s'assurer en cas de problème, pour garantir un accès, une viabilité à ces semences à l'avenir. Voilà les données principales de ce que l'on fait, mais il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. On fait ça ici dans le 06 depuis quelques années, mais déjà depuis 10, 15, 20 ans, des maisons de semences en France ont vu le jour. D'abord sur le maïs, sur les céréales, quelques-uns sur les potagères, nos voisins dans le 05, dans le 04, au niveau de la région, il y a de l'Europe. Nous sommes plusieurs réseaux interconnectés qui travaillons à ces échanges de ces savoir-faire et à la diffusion des semences paysannes et de la façon de les multiplier, mais également, comme aujourd'hui, avec cette infographie qui est destinée aussi à tous ces réseaux, de diffuser, alors que nous, on fait ça dans le 06, en national, parce que c'est quand même des législations très nationales, en national, quels sont leurs droits à toutes les maisons de semences paysannes.